Salut Ken McTavish, aujourd'hui je t'amène dans le Grand Nord à la découverte d'un peuple incroyable, les Inuits. Bon, ça va être le bordel, il va y avoir de la flotte sur l'écran, le micro ça va être du carnage, mais on va faire ce qu'on peut. Hein. Et quand je te dis incroyable, je pense pas qu'à la construction d'igloo et au froid, non non non. Tu vas voir, les types ils chassent même des ours polaires à coups de javelot. J'ai carrément une vidéo de 4 mecs qui courent sur la banquise derrière un ours. Ils pourchassent aussi des baleines de 20 mètres sur les kayaks. Alors installe-toi bien confortablement, je vais faire les présentations. Avant de parler des Inuits, il faut que je te parle rapidement de deux cultures qui les ont précédés. La première, c'est les Dorsais, ou Tuinit, qui n'utilisaient pas de chien de traîneau, ni d'arc et de flèches pour chasser. C'est une culture qui est considérée comme primitive, mais elle maîtrisait quand même le filage, de la laine et la vannerie. Ils sont longtemps restés isolés sans compétiteurs jusqu'à la venue des Tulés. Les Tulés, ils n'ont pas juste popé d'un coup, ils sont originaires du détroit de Bering et donc d'une partie de l'Alaska, de la Sibérie et du nord du Canada. C'est un peuple qui est solide, qui est dur au froid et qui, petit à petit, a développé des techniques de chasse innovantes, comme par exemple la chasse à la baleine. Les raisons de leur migration vers l'Est, elles sont pas très claires et à vrai dire, il y en a plusieurs. Déjà, ils n'avaient pas de chien de traîneau. Ensuite, en plus de la baleine, ils chassaient le phoque. Et le phoque, tu verras, on en reparlera plus tard, dans le nord, c'est un sacré atout quand même. Ils fabriquaient aussi des oumiaks, qui sont des sortes de gros canoës faits de peaux de morse et de phoques fixés sur du bois flotté. Leur technologie d'habitat est aussi intéressante, ils construisent sur des sols en pierre des maisons faites d'os de baleine, de pierre et de peau et de tourbe. C'est donc vers l'an 1000 que les Tulés s'étendent vers l'est. Alors changement climatique, expansion démographique, poursuite des flux migratoires d'animaux, toutes les pistes sont un peu possibles et sont d'ailleurs sur la table. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas imaginer une vague humaine qui arrive tout d'un coup à l'est, mais c'est plutôt des groupes régulés d'une vingtaine à une cinquantaine d'individus qui progressent toujours plus vers le Groenland. D'ailleurs en anglais je préfère comme ils disent Greenland, je trouve que c'est un peu moins chiant à dire que Groenland. Il n'y a pas de combat ou d'affrontement entre les Tuinites et les Tulés, mais lentement la supériorité des Tulés, notamment dans la chasse de proies comme le caribou et l'ours, s'impose à la culture des Dorsais qui est lentement mais sûrement assimilée. De l'an 1000 à 1300, les Dorsais vont refluer dans tout le Grand Nord pour céder la place aux Tulés qui poussent leur migration jusqu'au Groenland. Là-bas, entre 1300 et 1450, ils vont côtoyer des hommes du Nord, des Scandinaves, les fameux Vikings, qui ont appelé les Tulés Skrelig pour peau sèche ou habillés de peau. Forcément, il y a eu bagarre. Ce qu'on sait, c'est que ces deux groupes, ils chassaient en été sur la côte est du Groenland. Donc bon, la plupart du temps, ça devait bien se passer, mais parfois, ils devaient se mettre sur la tronche, comme tous les groupes d'humains qui sont voisins. Dans tous les cas, il y a quand même eu des échanges commerciaux normaux entre ces deux groupes. Finalement, la colonie viking, alors je sais, il faut pas dire viking, c'est pas un peuple, c'est une activité, mais moi j'aime bien dire viking. Ils partent parce que ça marche pas, ou il y a un refroidissement du climat, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais quoi qu'il en soit, comme la nature n'aime pas le vide, les Tulés le comblent et s'emparent de tout le Groenland. Voilà, maintenant on peut parler des Inuits. Alors c'est quoi les Inuits? C'est des Tulés. Dites-vous, vous foutez de moi, l'ensemble. En fait, pour les Inuits, les Tulés sont les ancêtres, les migrateurs, ceux qui ont pris la terre. Et la culture inuite, c'est en fait l'adaptation à la terre. Ils ont donc l'héritage des Tulés et des spécialisations liées à leur lieu de vie. En Inuktitut, alors je sais pas si on dit Inuktitut ou Inuktitu, Inuit ça veut dire les hommes ou les peuples. On va commencer par le début. Pour les Inuits, le monde est créé par Tulugaruk, un corbeau géant qui, survolant une immense étendue d'eau infinie, trouva une petite touffe d'herbe qui flottait. Il la piqua de son bec, la déposa sur une autre. Il continua et continua jusqu'à entasser suffisamment de touffes d'herbe et c'est ainsi qu'il créa la terre. Il rassembla ensuite les Inuits et il leur dit « Vous avez maintenant une terre ». La suite, c'est une autre croyance inuite qui la raconte, c'est l'histoire d'un Inuk. Alors Inuk, c'est Inuit au singulier. En gros, on dit un Inuk, des Inuits, sans S à Inuit. Un Inuk donc avec une femme et leur fille. Soudain, une espèce d'homme en crotte de chien enveloppé dans un cocon de boyaux
entra et sauta sur la fille. Plus tard, cette espèce d'homme lança un aboiement magique, puis il s'accroupit sur une peau flottante et gagna une île avec sa femelle. Là, elle accoucha de 6 petits à moitié hommes, à moitié chiens, les mit à l'eau sur des bottes 2 par 2 et leur dit « Vous deux, partez et donnez naissance aux oiseaux. » Elle en prit 2 autres et leur dit « Vous, vous serez les phoques. » Enfin, les 2 derniers, elle leur dit « Vous ne serez pas des Esquimaux, mais des Indiens et des Blancs. Maintenant, partez. » Et c'est ainsi que le monde fut créé et peuplé. T'as capté, j'ai dit Esquimaux. C'est quoi ce mot? Ça vient d'où? T'inquiète, on en parle bientôt. Alors on l'a dit, les Inuits, c'est un nouveau peuple né de l'adaptation aux terres colonisées. Ces terres, c'est quoi? Il y a le Groenland, en réalité sur tous les côtes, et pas du tout l'intérieur des terres, le nord du Canada, le nord de l'Alaska et une toute petite partie de l'est de la Sibérie. Ces territoires, ils sont littéralement immenses, donc il n'y a pas ou extrêmement peu de communication entre les différents groupes d'Inuits. Ce qui n'empêche pas les Inuits de rencontrer d'autres peuples qui vivent dans le nord, comme les Tlingits ou les Algonquiens. Dans les Algonquiens, on retrouve les Inuits et les Cris, par exemple, qui donnent aux Inuits le nom de Esquimaux, qui veut dire mangeur de viande crue. Alors pause, imagine, tu rencontres une nouvelle ethnie et la première impression qu'elle te fait, et qui définit carrément le nom que tu leur donnes, c'est mangeur de viande crue. C'est fou comme truc, non? Comment ça se fait qu'ils ont autant marqué les Indiens pour qu'ils les appellent comme ça? Ben vivre en Arctique, c'est chaud, hein. Non, en fait, c'est froid. C'est très très froid même, entre moins 50 et moins 80 degrés avec des blizzards de l'enfer. C'est blanc partout et gris-marron en été. C'est humide, désertique, le sol est pourri, ce qui empêche toute agriculture, et de toute manière, c'est là tout le drap. Ça ne dégèle jamais que de quelques centimètres. Donc il reste quoi? Les animaux. Chez les Inuits, le phoque pouvait représenter jusqu'à 50% de l'alimentation. Il est chassé en faisant un trou dans la glace. Parce que comme l'ours, le phoque il a besoin de remonter pour respirer. Donc le chasseur n'avait qu'à se poster devant son trou avec un petit bout d'os comme flotteur. Le flotteur, c'est un truc débile mais tellement ingénieux qui permet en fait de percevoir le déplacement de l'eau avant que le phoque n'en sorte. Comme ça, le chasseur, il n'a qu'à armer son harpon au moindre mouvement pour être certain de toucher le phoque. Ce genre de chasse pouvait durer toute la journée, mais pour un Inuit, la patience n'est jamais une perte de temps. Une fois attrapé, le phoque, il est sorti de l'eau, puis on pratique un rituel pour honorer Sedna, la déesse de la mer. Alors, est-ce que je te raconte l'histoire de dingue de Sedna? Oui, non, oui. Allez, je vais te faire la version courte. En gros, t'as un père qui veut maquer sa fille. Ça marche pas, elle est relou, aucun prétendant ne lui convient. Son père, il craque et il lui dit autant te marier à un animal. Alors il l'abandonne carrément sur une île déserte avec un chien. Dans cette légende, tu vas voir, il y a encore le chien qui est mis à l'honneur et un oiseau d'ailleurs très important, comme dans beaucoup de tribus amérindiennes. Je t'invite à aller voir la vidéo sur les plumes, je te la mets là-haut, si tu l'as pas vue, elle est cool. Sedna est donc seule avec son clébard et voilà que se pointe un mec. Elle lui propose de l'épouser en échange qu'il la prenne avec lui. Sauf qu'en fait, c'est pas un vrai homme, c'est un oiseau, un pétrel qui peut prendre forme humaine. Entre-temps, son père qui est quand même un petit peu triste, tu vois, le mec il a des remords, il cherche Sedna et finit par la retrouver terrifiée et malheureuse. Il organise son enlèvement quand le pétrel n'est pas là. Sauf que, pas de chance, l'oiseau il rentre juste à temps pour les voir quitter l'horizon. Il déclenche alors une espèce de méga tempête. Le père de Sedna, il flippe, il est terrorisé le type, alors il balance sa fille à la mer. Mais elle s'accroche. Allez, elle est coriace Sedna. Alors il lui coupe chacun de ses doigts, l'un après l'autre, qui en tombant dans l'eau se transforme en baleine, en dauphin, en phoque et toutes sortes d'animaux marins. Finalement, il lui balance un vieux coup de pagaie dans la tronche, il lui crève un œil, elle coule au fond de l'eau et une queue de phoque pousse à la place de ses jambes. Et paf, voilà la déesse Sedna. Le rituel pour l'honorer, le phoque, est en général réalisé par une femme. Elle prend de l'eau dans sa bouche qu'elle reverse dans le creux de ses mains jointes. Ensuite, elle porte ses mains à la bouche du phoque pour l'abreuver. Comme ça, quand il reviendra dans sa prochaine vie, il sera heureux de se donner de nouveau à l'homme. Avec Sedna, il faut pas déconner, parce qu'elle est très susceptible, et si elle est mécontente, elle peut retenir les animaux marins dont elle a la charge et provoquer des famines chez l'homme. Dans ce cas-là, le Angakok ou Angakok, qui est le chaman du groupe, devait parfois entreprendre un voyage spirituel pour la calmer en démêlant ses cheveux par des actes qui symbolisaient la restauration de l'harmonie entre les hommes et la nature. Il y a plein d'autres règles, comme par exemple dans les digues artificielles, quand on pêche le poisson, il est interdit de réparer des outils, de chasser avec la même arme plusieurs fois de suite et de manger le même jour du phoque et du caribou. Pour la chasse à la baleine, il faut des vêtements neufs et que le harponneur ait couché la veille
avec la fille du capitaine parce que la baleine aimerait les odeurs spermatiques. Des fois, quand je découvre des éléments culturels ou certains mythes de tribus, je te jure que je relis plusieurs fois plusieurs autres sources pour être certain qu'il n'y a pas une connerie de traduction qui s'est foutue au milieu. Je te jure, quand je lis pour la première fois un homme crotte de chien, je te mets au défi de croire au truc sans sourire quand même. Hein. On revient sur le phoque, hein, il sert à tout. Non seulement il permet d'atteindre les 5000 calories par jour nécessaires pour survivre dans ce froid extrême, hein, mais en plus, sa peau permet de confectionner des vêtements, des traîneaux à chiens et des kayaks. Quant à sa graisse, elle est mangée par les hommes et les chiens, mais sert aussi de combustible. Ils ont une technologie qui s'appelle le Koudli. Il n'y a pas de fil électrique, hein, même si c'est une technologie quand même, hein, mais c'est d'une redoutable efficacité. C'est une pierre à savon. Alors, ça, savon, ça lave pas, hein, c'est juste que ça a une texture un peu grasse et douce. Et en fait, c'est de la stéatite. C'est une roche qui est à la fois résistante et molle, tout en ayant un pouvoir calorifique énorme. Le pouvoir calorifique, c'est un peu comme les grosses pierres dans les vieilles maisons. Hein. C'est long à chauffer, long à refroidir, donc ça fond pas et surtout ça restitue la chaleur emmagasinée. Le Koudli qui se présente sous la forme d'une espèce de coupelle, hein, dans laquelle on vient verser de la graisse de phoque qu'on fait brûler. Ça chauffe l'habitation, ça sèche les vêtements et ça fait fondre la neige ou cuire la nourriture au besoin. Je dis au besoin, hein, parce que pour atteindre les 5000 calories par jour, ils mangent souvent cru. Mais genre cru quoi, hein, le sang, les muscles, les organes internes, etc. etc. Hein. D'où le nom donné par les Algonquiens d'Esquimaux. Parce qu'il arrive même qu'ils mangent directement sur place après avoir tué leur proie, comme le ferait un loup. Alors je sais pas où placer ça, du coup je te le mets là. Hein. Pour la neige fondue, les Inuits ils disent Aniuk. Mais en ce qui concerne la neige, il y a une trentaine d'autres mots, hein, pour la qualifier, c'est dire l'importance de cet élément dans leur culture. On continue avec la chasse aux animaux, hein, parce que c'est quand même un élément central de leur culture. Hein. J'ai parlé du caribou, c'est un animal incroyable. Alors attention, là t'as basculé sur National Geographic. Le caribou est une espèce dont les femelles portent, comme les mâles, des bois pour protéger leurs petits. Leurs jambes, grâce à un astucieux réseau de veines et d'artères, peuvent descendre jusqu'à 10 degrés sans impacter leur corps. Voilà, c'est tout pour le National Geographic. Maintenant, place à la technique de chasse. Les Inuits, ils ont développé une stratégie incroyable. Ils acculent, hein, alors j'ai bien dit acculent, les caribous aux alentours d'un lac. Puis, ils se débrouillent pour en isoler un en courant autour de lui à bonne distance. Aidés de nombreux inuksuk, alors c'est quoi encore ce truc? C'est des sortes de piles de pierres, hein, qui servent à marquer une cache de nourriture, un bon lieu de chasse, une direction ou carrément simuler la présence d'un homme si on y met un peu de tourbe sur le sommet, hein, pour imiter des cheveux quoi. Rarement ils peuvent être liés à une signification spirituelle, mais c'est pas du tout des sépultures comme on peut le penser. Le pauvre caribou, il fuit les hommes vrais ou en pierre, hein, et petit à petit il est conduit dans un espèce de corridor qui l'amène sur les berges du lac. Il rentre dans l'eau et nage pour fuir par l'autre rive. Sauf qu'à ce moment-là, deux chasseurs poussent leur kayak dans l'eau et armés de javelots vont venir piquer le caribou qui va se noyer et être ramené sur la berge. J'ai été complètement choqué de voir avec quelle facilité ils arrivent à chasser et à tuer un animal de 170 kg quand même. Hein. Comme quoi la lance c'est quand même une sacrée arme et tout animal qui saigne, aussi gros soit-il, il finit par tomber quoi. Une fois ramené au bord, hein, l'œil du caribou est toujours donné cru aux enfants parce qu'il contient beaucoup de vitamines. Un autre animal qui est chassé à la lance, c'est l'ours polaire. Alors écoute-moi bien ce machin, hein. Il peut atteindre 800 kg, mesure entre 2 et 3 mètres de long. Aujourd'hui, il est carrément interdit de sortir sans fusil sur un territoire où les ours polaires vivent. Mais à l'époque, les Inuits, à 4 ou 5 gars et sans chien, hein, ils coursaient l'ours sur la banquise armé de lances en os. Je sais pas si tu vois un peu le niveau de paire de couilles qu'il faut pour charger un animal pareil avec une lance en os. L'ours, il cherchait pas à comprendre, hein. Quand il voyait arriver les tarés en peau de phoque, il fuyait, hein, passant de l'eau à la banquise, de la banquise à l'eau, et rapidement, il se fatiguait, d'autant plus qu'il prenait régulièrement des coups de lance. Hein, Tunani pionirnak Suridalat pisutuk Jimuk sik sik jimik mut Et donc finalement, il était vaincu. Immédiatement après, un rituel de chant et de danse est organisé pour remercier l'ours, le seigneur de la banquise. Je t'ai parlé de la baleine, il la chasse dans des grands canoës, les zoumiaks, hein, qui veut dire bateau en inuit en fait, hein, et la technique est la suivante.
Ils utilisent quelques harpons auxquels sont attachés des peaux de phoque gonflées, qui empêchent la baleine de plonger. La suite, c'est plus facile quoi. Une fois la baleine ramenée, la viande et la graisse sont partagées entre tous. En automne, un morceau de baleine séchée sera jeté à la mer. C'est une offrande qui symbolise un peu le retour de l'animal dans son milieu. Et enfin, il y a le morse, mais là je vais pas m'étendre, les Inuits ils foncent littéralement dans le tas et tuent le premier qu'ils attrapent. C'est considéré comme la chasse la plus dangereuse, donc à choisir, ils préfèrent quand même aller pêcher la morue, le saumon ou la truite de lac. Bon, petit récapitulatif, les Inuits ils descendent des Tulés. Ils mangent principalement de la viande et du poisson. Ils sont répartis sur une zone très large qui implique une indépendance culturelle quasi totale entre les groupes Inuits. Maintenant, on va parler de l'organisation de la vie sociale. Manger, c'est bien, mais comment ils vivent ? Comment ils s'habillent? Est-ce qu'ils ont de l'artisanat? Comment c'était les rapports entre hommes et femmes et avec les enfants? Alors oui, de l'artisanat, ils en avaient. De la tête aux pieds en passant par la fabrication d'objets, l'Inuk dépend littéralement de l'animal. En termes de comparaison, on peut dire qu'ils sont un peu équivalents aux grandes tribus des plaines d'Amérique du Nord qui vivaient grâce aux bisons. Tiens, je te parlais des morses durs à tuer et hyper dangereux. Leur défense, elle servait à fabriquer toutes sortes d'objets, mais principalement à relater des histoires de chasse sous forme de gravures. De façon générale, les Inuits y pensaient que ce qu'ils fabriquaient avait le pouvoir de les protéger contre les mauvais esprits, ou carrément de communiquer avec eux. Ils fabriquaient toutes sortes de boutons, aiguilles, boucles d'oreilles et même des lunettes de soleil à l'aide de petits os ou bois de caribou qui pouvaient tailler grâce à du fer météoritique qui était trouvé par endroits sous forme de petites lamelles et emmanchées dans des os. La confection de vêtements était à la charge des femmes qui utilisaient les aiguilles avec du fil fait à partir de tendons provenant du dos des caribous. Elles confectionnaient ainsi des moufles, des pantalons et les très célèbres anoraks ou parkas qui sont des mots inuits. Les anoraks des femmes pouvaient comporter une très grande poche à l'arrière permettant de couvrir un bébé porté sur le dos. La meilleure peau pour les vêtements était celle du caribou, qui est légère mais solide et dont les longs poils cotonneux retiennent excellemment bien la chaleur. Faut se rendre compte de l'importance du travail de ces femmes. C'est pas juste elles sont là en arrière-plan à tricoter. De la qualité de leurs vêtements dépend littéralement la survie des chasseurs qui partent souvent plusieurs jours à la chasse. Putain, je vais me transformer en glaçon. Mais faut pas croire que c'est chacun sa tâche, parce que oui, les femmes gèrent aussi la cuisine et parfois la pêche. Mais les hommes aussi apprennent à cuisiner et à coudre. Encore une fois, quand ils sont isolés pendant des jours sur la banquise à chasser, ce genre de savoir-faire, il est quasiment indispensable en fait. Idem pour les femmes qui sont laissées seules quand les hommes partent. Elles doivent donc être capables de se débrouiller et gérer n'importe quel problème en surveillant les enfants. Bon, là je te sens trépigner d'impatience. Bon, le gars il nous parle des Inuits, mais il nous parle pas des igloos. C'est quoi ce bordel? Ok, les igloos, ça s'écrit igloo en Inuit, ça veut dire la maison. Mais c'est pas le seul mot. T'as aussi par exemple Iluliak qui désigne l'igloo de neige. Tu sais, c'est un peu le même délire qu'avec les 30 variations pour dire neige quoi. Ensuite, il y a un autre délire. Alors non, dans un igloo, il fait pas chaud quoi. On se pèle le cul. Par exemple, si dehors il fait moins 40, à l'intérieur il fera entre moins 15 et 0 degrés en fonction du nombre de personnes qui y vivent. Avec la fameuse lampe à savon et la graisse de phoque, ça peut tirer jusqu'à 15 degrés si t'as de la chance quoi. En fait, ce qui fait l'isolation de l'igloo, c'est l'épaisseur des blocs de neige. La glace, c'est 90% d'eau et 10% d'air. La neige, c'est 10% d'eau et 90% d'air. C'est pour ça que c'est isolant. L'igloo, il est en neige, il n'est pas en glace. Et à l'intérieur, tu peux pas faire un méga feu, comme dans un tipi, sinon tu fais fondre les parois et ça diminue l'isolant. Pour le construire, on cherche une grande congère à partir de laquelle on va commencer à découper des blocs de neige. Puis on les assemble à cet endroit. À force de découper, on crée un plancher, une sorte de fosse qui place le lieu de couche sous le niveau de neige ou glace alentour. Un bon constructeur, il peut construire un igloo en 1 heure. Après, tout dépend de la taille recherchée. Alors attention, c'est pas une technique de construction qui est utilisée ou même acquise partout chez les Inuits. C'est surtout utilisé au Groenland et dans certaines parties du nord du Canada. À d'autres endroits, ils construisent des maisons un peu hybrides des tulés, avec des os de baleine, de la neige, de la roche et des pots. Certains habitent dans des sortes de tipis faits de peaux et de bois flottés. Quoi qu'il en soit, c'est un mode de vie pour lequel ils sont adaptés, mais ça n'empêche pas que l'espérance de vie des hommes est de 27 ans. Et celle des femmes 22 ans. Alors oui, il y a une énorme mortalité infantile, mais quand même, les hommes ne dépassaient que rarement la quarantaine et les femmes les 50 ans. Donc tu vois, on est loin de l'image idyllique qu'on peut se faire de l'homme adapté à son milieu. Dans le Grand Nord, c'est de la survie brute, il n'y a pas de place pour les faibles.
La pharmacopée des Inuits, elle comporte quelques plantes et algues qui trouvent ci et là, mais ils croient surtout que le point d'origine des maladies est le monde des esprits. Et si Langakok, le chaman, il parvient pas à soigner l'Inuit, alors il est considéré comme perdu. Je t'ai parlé juste avant de l'Iluliak, la maison de neige. C'est un peu l'igloo de survie, celui auquel tu penses quand je te dis igloo. Parce qu'en fait, l'igloo tout court, il abrite souvent une famille entière composée des grands-parents, des oncles et tantes, des parents et des enfants. Une grosse cellule d'une dizaine de personnes environ. D'ailleurs, les pièces peuvent être séparées par des peaux de bêtes accrochées, mais pas toujours. En revanche, contrairement à l'Iluliak, on trouve dans l'igloo normal l'Ilek, qui est une sorte de plateforme surélevée et présente partout le long des murs et qui sert de meubles et de couches. Dans les villages, les visites entre igloos sont fréquentes. Pas obligé d'être invité, il suffit de tousser à l'entrée pour dire que tu y rentres. Comme c'est de la survie de tous les instants, le groupe est hyper solidaire et les enfants sont éduqués dès leur plus jeune âge au partage et à l'entraide. Sans les autres, c'est la mort assurée quoi. Au point qu'en cas de famine, après concertation, une famille peut décider d'abandonner le village pour rejoindre d'autres groupes, peut-être plus chanceux sur la nourriture, en abandonnant les personnes âgées. Les filles bébés n'étant pas des chasseurs en devenir pouvaient aussi être abandonnées. De notre point de vue, ça semble cruel et barbare, mais quand il est question de survie du groupe, les vieux ils acceptent volontiers de rester en arrière pour permettre aux jeunes de continuer à vivre. Bon, bien sûr, les bébés, on leur demande pas leur avis. Au sein des foyers, les hommes et les femmes sont complémentaires et mutuellement indispensables l'un pour l'autre. Les décisions sont prises de façon collégiale, mais l'autorité d'une famille est incarnée par un homme, souvent le plus sage du groupe. Les mariages y sont arrangés, souvent avant la maturité, en fonction des compétences pratiques de la fille et des qualités de chasseur du garçon. Il n'y a pas vraiment de romance, toujours pareil, on est sur de la survie de groupe. Les mariages sont aussi un moyen de créer des liens entre les différentes familles. Mais bon, comme il n'y a pas vraiment de cérémonie particulière, il n'y a pas non plus de barrière psychologique. Selon les régions, un homme peut avoir plusieurs femmes, une femme, plusieurs hommes. Et il peut y avoir des romances même après un mariage. Il y a des trucs aussi comme par exemple un homme qui partirait en voyage, il peut échanger une épouse qui est vieille ou malade avec un autre homme pour qu'elle s'occupe de son foyer le temps qu'il revienne. Et parfois de ces échanges naissent des enfants. Et ils ont donc plusieurs mères, voire plusieurs pères, et c'est ok pour tout le monde. L'homosexualité, les rapports avec les animaux ou entre membres d'une même famille sont considérés comme des pratiques déviantes, parce qu'elles ne permettent pas la reproduction viable. Et en parlant de reproduction, les Inuits, c'est pas des lapins, on fait pas ça n'importe comment, n'importe quand. Il y a une saison, on évite l'hiver pour les naissances, même si ça arrive parfois quoi. Pendant la grossesse, toutes sortes de questionnements animent l'igloo. On se demandait si l'enfant allait naître pendant une migration, ou une tempête de neige, comme aujourd'hui, ou une famine. On se demandait également si ce serait un garçon qui prendrait soin de sa mère dans sa vieillesse, ou une fille pour laquelle il faudrait trouver un bon parti. On se demandait enfin si la mère et l'enfant allaient survivre à l'accouchement, parce que y avait beaucoup de mortalité. Les Inuits croyaient que le jour venu, l'enfant à naître, en fonction de l'âme qui s'incarnait, pouvait changer de sexe au dernier moment. Ils croyaient aussi en la possibilité d'un troisième sexe, auquel cas un petit garçon par exemple serait nommé du nom d'une ancêtre, élevé comme une petite fille, et marié à une petite fille élevée comme un petit garçon. Le cordon ombilical était conservé précieusement comme une amulette de protection. En règle générale, ils avaient plutôt entre 2 et 3 enfants, jamais plus, et l'allaitement il se poursuivait jusqu'à 5 à 6 ans. On l'a vu, les Inuits ils fabriquaient toutes sortes d'objets, comme les dorsets et les tulés avant eux d'ailleurs. Je vais t'en mettre quelques-uns là parce que c'est vraiment super beau je trouve, et franchement, je sais pas comment ils faisaient dans ce froid pour graver des trucs pareils. Tu vois là, mes doigts ils vont tomber. J'ai les doigts gelés, comment ils faisaient quoi. Si tu veux en voir un peu plus, je t'invite à jeter un œil au bouquin Inuit Art de Dieter Hessel. Le truc c'est une bible, il y a énormément d'images. Et il y a le bouquin de Jean Mallory aussi, Les Derniers Rois de Tulé, qui est juste incroyable. Mais bon, j'arrête là parce qu'il y en a encore plein d'autres excellents, je te les mets dans les sources. Pour les Inuits, chaque chose possédait une âme et devait être respectée et célébrée parce qu'en lien avec le monde des esprits. Grâce à cette croyance commune, les Inuits, ils n'avaient pas de gouvernement ou de loi, mais plutôt une sorte de conscience collective du bien et du mal qui permettait d'encadrer leur vie. Ils ont un mot que j'aime bien, c'est « Uma ». C'est un peu l'équivalent de « que la force soit avec toi ». Selon le contexte, ça peut vouloir dire « pour un Esquimau, évidemment, c'est facile » ou les Esquimaux finissent toujours par avoir ce qu'ils désirent » ou encore « nous autres Esquimaux, ne sommes-nous pas des hommes ?» C'est un peu un genre de mantra en fait, tu vois. Ils partageaient leur vie avec leurs chiens dont ils étaient totalement dépendants
pour se déplacer, chasser et porter des charges. Soigneusement sélectionnés pour leur courage, leur force et leur intelligence, ils faisaient carrément partie de la famille. Les Inuits les attelaient à des traîneaux fabriqués avec des saumons coupés en deux, enveloppés dans de la peau de phoque, sanglés à des os de baleine ou du bois flotté, le tout recouvert de tourbes glacées pour que les patins glissent sur la banquise. La technique, elle est juste incroyablement ingénieuse. En 1576, ils entrent en contact avec les Européens. Comme les peuples amérindiens du Sud, ils commencent par commercer en échangeant des peaux contre des petits objets comme des couteaux, des aiguilles et des hameçons. Bon, là, on rentre dans la phase colonisation ou à la limite cohabitation. Il y a grosso merdo 4 grandes puissances qui interagissent avec les Inuits. Le Danemark, le Canada, les USA et la Russie. Chacun a sa façon de voir les choses. Je vais essayer d'être un peu plus synthétique dans cette partie. Encore que ça va être chaud parce qu'il faudrait carrément une vidéo indépendante. Et même comme ça, je pourrais pas tout couvrir tellement que y a de trucs à dire quoi. On va commencer par le Groenland. C'est administré par le Danemark. La langue de l'administration, du commerce, de la finance et de l'éducation est le danois, tandis que le groenlandais en danois ou kalaallisut en esquimau, aléout est la langue maternelle des Inuits. Très rapidement, le Danemark a entrepris de convertir les Inuits à toutes sortes de sectes religieuses, plus ou moins proches du christianisme. Et encore aujourd'hui, la distance entre les villages renforce d'autant plus ces différences de culte. Les Danois ont mis en place 2 systèmes pour assimiler les Esquimaux, les écoles publiques et les maisons de retraite. Le premier fonctionne comme un calque de l'école occidentale et le second éloigne les anciens des familles en les plaçant dans des hospices. On a 2 leviers là pour le coup. Le premier, il éduque les jeunes à la modernité, au monde des Blancs, et le second éloigne la mémoire et la tradition orale des anciens. On n'apprend plus la chasse et de toute manière avec l'école et le travail, plus personne n'a le temps et on n'écoute plus les légendes. J'ai vu passer une proportion de 15% de Danois dans la capitale Nuuk au Groenland. Alors ça paraît peu, mais en fait ils occupent majoritairement les postes à responsabilité et hautes compétences techniques, les postes les mieux rémunérés, comme les postes d'encadrement par exemple. Alors que c'est pas forcément un problème de compétences locales, c'est juste qu'il y a une sorte d'entre-soi quoi, tu vois. Pareil pour les boutiques, les souvenirs danois, ils étaient plus privilégiés à l'artisanat inuit, beaucoup moins représenté. Finalement, le Groenland, on peut presque dire que c'est une colonie du Danemark qui dit pas son nom quoi. Alors, concernant les dispositifs mis en place à l'époque, je pose pas de jugement, je dis pas que c'est bien ou mal. Par contre, on fait le constat aujourd'hui que les Inuits, ils perdent leur culture et ils sont pas forcément plus heureux. Côté Canada, c'est pareil. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est facile de poser un jugement aujourd'hui. Mais il y a des gros ratages quand même, comme le coup des E-Numbers entre les années 1941 et 1979, qui sont littéralement des matricules qu'on a donné aux populations inuites pour les gérer de façon administrative. C'est-à-dire que les gars, quand ils se présentaient à une autorité canadienne, ils donnaient pas leur nom, mais leur numéro. 1941, on n'est pas loin de la gestion comptable des Juifs par les nazis quand même. Bref, on a aussi l'ordonnance de 1961, qui incitait la police montée du Canada à capturer ou tuer tout chien en liberté à l'intérieur ou à l'extérieur d'un village, incluant les chiens portant un harnais, sauf si ces derniers sont à côté de leur maître. Les chiens, ils étaient carrément au cœur de la vie des Inuits. Sans eux, il était impossible de survivre dans le Grand Nord. Pourtant, entre 1950 et 1970, le Canada, encourageant fortement le rassemblement des Inuits dans des villages communautaires avec des maisons en dur, il fait tuer plus de 20 000 chiens, réduisant leur nombre à peine quelques centaines. Les Inuits y décrivent des scènes traumatisantes. Des gens qui viennent en pleine nuit tirer sur les chiens pendant que la famille reste impuissante dans la maison. D'autres mentionnent un avion se posant sur la banquise pour venir tuer les chiens d'une famille isolée souhaitant conserver son mode de vie. D'autres encore décrivent comment eux-mêmes Inuits ont été instrumentalisés pour tuer les chiens d'autres Inuits. Bien souvent, après ces tueries, certains témoignent qu'on leur a remis une arme avec des munitions et une incitation à se rapprocher des villes. Pour les Inuits du Canada, à l'époque, tout homme blanc est le boss. Il n'y a pas de rébellion ni de plainte. De toute manière, les Inuits sont un peuple indépendant qui vivent dans des conditions tellement difficiles qu'ils endurent littéralement tout sans se plaindre. Le Canada a longtemps été dans le déni et les preuves inuites n'étaient que orales. Beaucoup de chiens ayant été brûlés immédiatement après avoir été abattus, il restait pas grand-chose de matériel. Pourtant, en 2024, Ottawa présente des excuses publiques et offre 45 millions de dollars d'indemnisation aux Inuits du Nunavik. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'il y avait un vrai problème de densité de chiens autour des villages communautaires, avec régulièrement des accidents, des morsures, et il est possible que les autorités canadiennes n'aient pas pu se faire comprendre
et que les Inuits qui traditionnellement n'attachent pas leur chien n'aient pas voulu l'entendre, le message, menant à ses extrémités, quoi. Concernant la sédentarité, le gouvernement canadien se défend d'avoir au contraire encouragé le retour rapide au mode de vie traditionnel des Inuits, mais une fois les joies de la ville goûtées, et surtout l'adoption des motoneiges, d'après eux, c'en était fini du mode de vie traditionnel, quoi. Comme au Groenland, on retrouve le système des pensionnats pour éduquer les enfants avec interdiction de parler leur langue natale, mais à la place l'anglais ou le français. Avec l'incitation de vivre en ville, l'Inuit a besoin d'argent. On lui a promis que le loyer n'augmenterait pas. Bien sûr, c'est faux. Donc il travaille. Les autorités pensaient que les Inuits allaient rapidement rentrer dans le rang. Boulot 8h30 avec lunchbox, la femme au foyer à faire la vaisselle et les enfants à l'école. La civilisation, quoi. Mais en fait, c'est une catastrophe, en perte de repères, n'appartenant plus vraiment à aucune culture. Les gens sombrent dans les excès, l'alcool, la drogue, les jeux d'argent comme le bingo par exemple. Les boîtes de conserve, le sucre et la farine font des ravages chez les enfants surtout, qui sont souvent édentés à 14 ans. L'alimentation à base de viande disparaît progressivement. L'obésité s'installe, en plus de tout le reste. Bref, c'est une catastrophe pour les communautés. Tu rajoutes à ça la présence de diamants, de charbon et d'un quart des réserves de pétrole et de gaz de la planète dans l'Arctique canadien, et tu as une bombe de destruction massive contre les derniers chasseurs inuits qui, bien sûr, ne profiteront pas de cette manne économique. Je résume à mort là, parce qu'il y a aussi un jeu capitaliste entre les communautés inuites organisées autour de corporations industrielles, avec une espèce de bourgeoisie inuite qui empêche les mouvements d'unité de ce peuple. D'autant plus que personne ne veut créer de réserve, que ce soit les Inuits ou le Canada. On passe aux USA maintenant. L'Alaska est acheté le 30 mars 1867 à Saint-Pétersbourg pour 7 millions de dollars, sans que les Inuits qui y vivaient déjà en aient connaissance, bien sûr. C'est drôle ça quand même. On te vend ta maison sans que tu le saches, ce qui autorise tous les gens de la ville voisine à venir dans ton jardin, labourer, laisser des trucs, faire des pique-niques, voire carrément faire des travaux. Les citoyens américains ont tous les droits en ce qui concerne l'exploitation des sous-sols en Alaska. Les Inuits, eux, ils peuvent conserver les terres, mais pas les sous-sols, puisqu'ils sont considérés comme une tribu non civilisée. Ils deviendront américains seulement en 1924 et l'Alaska deviendra le 49e État en 1959. Mais le mal est fait, les terres sont cédées, vendues ou carrément déjà en exploitation. En Alaska, il y a du pétrole. Du coup, tu peux te dire, c'est cool, franchement, ça fait du travail pour tout le monde, même pour les Inuits. Ça crée une espèce de dynamisme économique. Les exploitations de pétrole et les oléoducs, ils emploient énormément de monde. Mais en fait, les Inuits, pourtant locaux, ils représentent que 10% du personnel, contre une population de 85%, les Inuits représentent 85% de la population locale, quoi. Bon, ça fait énormément de chiffres, ça, en plus je bafouille un peu en te les balançant, parce que je suis ému de te les transmettre, quoi. Mais c'est pour te dire qu'en plus d'être impactés dans leur mode de vie traditionnel, on leur donne même pas la chance de transitionner vers un mode de vie occidental. Même tarif qu'au Canada, le chômage gangrène la société, menant à des abus, à un taux de suicide chez les enfants le plus haut de tous les USA. Comme au Canada, on a beaucoup de problèmes d'enlèvement de jeunes enfants et de jeunes femmes qui alimentent des réseaux criminels et dont malheureusement les enquêtes n'aboutissent que rarement. En Alaska, en 1970, le revenu moyen par habitant pour un Inuit est de 7 000 $, contre 25 000 $ pour un Américain vivant au même endroit. L'écart, il est juste complètement barjot. Cerise sur le gâteau, en douce, sans rien dire à personne, pendant des années, les Américains ont testé la bombe atomique dans le Groenland, traumatisant des millions d'Inuits qui voyaient régulièrement des grands flashs lumineux dans le ciel, et sans que jamais personne ne vienne leur expliquer ce que c'était. Gordon Robertson, le responsable américain des territoires du Nord dans les années 50, se justifie en disant texto, écoute-moi ça, leur langage est tellement primitif qu'on ne peut pas communiquer avec eux. Et enfin, on a la Russie. Alors les infos que j'ai, elles sont surtout en lien avec les expéditions de Jean Mallory, alors que la Russie était encore l'URSS. En vrai, c'est peut-être eux qui traitaient le mieux les Inuits avec le plus de respect, en leur laissant le temps de s'adapter, de faire une transition vers la modernité à leur rythme. Bon, en même temps, c'est à l'autre bout du pays, dans une zone semi-désertique. C'était sûrement compliqué pour Moscou d'étendre autant le bras. Puis quand les Américains font un truc, fallait qu'eux fassent l'inverse aussi. Quoi qu'il en soit, quand j'entends aujourd'hui ce genre de conneries, que Trump veut prendre le Groenland et que le Danemark répond « Non, non, c'est à moi, c'est pas à toi »,
Alors que le sujet, ça devrait être comment rendre leur souveraineté aux Inuits. Ça me rend un peu dingue quand même. Avec le réchauffement climatique, là, c'est des couloirs de navigation entiers qui se libèrent. Des gisements autrefois inaccessibles vont devenir littéralement exploitables. Et on voit déjà les effets aujourd'hui. La pollution par microparticules empêche déjà les femmes enceintes de consommer de la viande de phoque. Mais demain, les Inuits se sont face à des intérêts pétroliers et miniers qui sont colossaux dans le nord du Canada, de l'Alaska et du Groenland. Pire que ça, ils pourraient être sur des territoires au cœur d'une nouvelle guerre froide entre les blocs sino-russes et Canada-USA. Présents et autonomes depuis plus de 10 000 ans, mais pourtant maternés par des occidentaux judéo-chrétiens qui ont rencontré les Inuits dans la compassion d'un mode de vie difficile, qu'ils ont voulu aider par l'éducation en leur apprenant la langue du dominant. Le tout au détriment de la langue originelle que le dominant ne connaît pas et ne veut de toute manière pas apprendre. C'est donc avec le recul un mécanisme de confiscation culturelle qu'il ne faut plus mettre en œuvre. Alors attention, je ne suis pas en train de condamner ce qui a été fait parce qu'il y a eu des bonnes volontés quand même. Avec le recul, on voit que c'est pas bon. C'est tout ce que je dis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude et encore que punaise, j'avais tellement d'autres trucs à rajouter. Par exemple, j'ai pas parlé des maisons semi-enterrées, de la pêche à la moule sous la glace, de la bombe atomique perdue, ouais, parce qu'ils ont paumé de bombe atomique les Américains quand même, des décharges à ciel ouvert du Groenland, de Nanook l'Esquimau, qui est une fiction, lui et sa famille sont des acteurs inuits qui ont été payés pour le film. J'ai pas parlé des rennes ni des moustiques, il y avait d'autres trucs à dire pour le Canada et les USA, en bon ou en mauvais d'ailleurs, mais on va s'arrêter là. J'espère que ça t'a plu, comme d'hab t'as les sources sur mon site internet, un petit like, un petit commentaire, et si t'es pas abonné, Clan et Tribu c'est une chaîne d'histoire qui parle de petits groupes d'humains qui réalisent des choses incroyables. Je te dis à la prochaine, ciao. Oh, Seigneur.